Yo mes acolytes, ça boum ou quoi? Alors comme je vous en ai parlé dans la vidéo de retour, cette vidéo là, j'ai parcouru à peu près 12 000 km répartis sur un an avec cette voiture là. Donc du coup, cette expérience, on va dire, me permet de vous faire les retours suivants. Tout ce qui est lié à la suspension et qui est en caoutchouc, c'est mort. Support moteur, c'est foutu. La boîte de vitesse n'a pas encaissé non plus. Roulement du différentiel qui commence à siffler très légèrement. Ensuite, les tresses de la descente d'échappement. Les tresses d'origine des descentes de AQP, AUE, BDE ne résistent pas. En fait, vu que les supports moteurs sont en foin, c'est des supports moteurs de Golf 3, tu vois, prévus pour un couple maximum de 245 Newton avec un 2,9 litres, ils n'encaissent pas le couple de ce moteur-là, tu vois. Donc du coup, les supports moteurs se baisent, le moteur bouge d'une manière excessive, ces mouvements excessifs entraînent des mouvements au niveau de la tresse, et la tresse se fissure, tu vois, c'est scientifique. Au bout d'un moment, on arrive à une formule qui fait que le moteur, il nique tout, en fait. Je vais également resimplifier le faisceau, parce que, en fait, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs niveaux de simplification. En fait, le faisceau, si tu veux, au départ, il ressemble à ça. Et encore, il n'y a pas toute la voiture. Et tu vois le sac qui est bien rempli, tu vois, au niveau du sol, tu vois, c'est bien tassé, hein. Et à vrai dire, une fois que tu as simplifié, il te reste... Ils vont flipper les gens. Il ne te reste que ce qu'il y a dans ce sac. Voilà. Attends, voilà. Tu vois, j'ai mis des petites étiquettes au niveau des prises pour m'y retrouver. Donc tu vois, en termes de volume... Voilà. C'est ce petit sac là. Alors qu'au départ on a ça. Tu vois. Donc ça c'est simplification maxi. Mais avant d'en arriver à ça, je faisais une simplification, on va dire de niveau, hein, simplification puceau. Juste pour que le moteur puisse démarrer, toujours avec l'imotronique. Donc il fallait garder le compteur, donc il fallait garder... Voilà, tu vois, c'est un tout. Donc là je resimplifie à donf une bonne fois pour toutes pour être tranquille. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La petite pompe auxiliaire qui se trouve devant là-bas. Alors que vous ne voyez pas pour l'instant. Mais elle va dégager aussi. Donc ça fera un peu plus d'oxygène, tu vois. Enfin, on verra plus clair. Il y a pas mal de petites choses qui vont être faites. Bon, j'arrête de vous faire perdre du temps. On va attaquer ces parties go. Donc le démontage du devant. Donc là, j'étais un petit peu... Je me suis laissé embarquer dans le démontage sans vraiment refilmer entre temps. Du coup, ici, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais dégager la pompe à eau auxiliaire qui se trouve juste ici. Et faire un petit coup de propre. Voilà, c'est parti. Je te jure, j'en suis étonné. Vous allez m'entendre dire ça dans chacune des vidéos, hein. C'est un truc de fou cet appareil. Je te jure qu'il commence à faire noir. Je me suis dit, allez, je vais appuyer sur REC, on va voir. Ça m'étonnerait. Mais putain, je te jure, il fait noir là, vieux. Regarde la lumière, il fait noir là. Même le ciel, je comprends pas, il est plus clair dans... Putain, c'est un truc de fou, ces gens, ce qu'ils arrivent à faire. Bref. Putain, regarde, on voit même le sol. C'est scandaleux. Bon, encore une fois, je me suis laissé embarquer dans un démontage de ouf. Sans filmer, sans rien. Bah, quand t'es tout seul, bah tu fais, et puis c'est tout, hein. Donc là, direction assistée, bah, c'est retiré. Le système que je vous ai parlé tout à l'heure devant, c'est retiré aussi. J'ai retiré donc la descente d'échappement. Les supports, les cardans, bah... Il ne reste que les durites d'essence, là, qui arrivent ici. Placer la chèvre en dessous et sortir le bloc boîte. Bloc boîte. Ok? Putain, attends, j'attends qu'il passe lui là-bas. Là. Attends, il va arriver. Oh, ça va, ça va. Bon, alors ici, voici la descente que je viens de démonter de la voiture et celle qui va la remplacer. Bon, ces tresses sont beaucoup plus belles que celles d'origine, c'est-à-dire celle-ci. D'ailleurs, je ne sais même pas comment est-ce que ça peut porter le nom de tresse. Regarde, s'il te plaît. Où est l'articulation, s'il te plaît? Alors que là, tu vois, c'est bien mou, bien souple. On sent que ça va encaisser beaucoup plus la torsion, les mouvements du moteur, tu vois. Ensuite, ponçage ici
Moi je prends un disque flap, c'est-à-dire ça quoi, un disque abrasif. Puis tu vois, je fais le rebord bien propre, tu sais, pour que ce soit bien lisse, pour que le joint y aille super bien dessus et que ce soit nickel. Ok. Pareil avec un forêt ou avec ça, une petite fraise là. Bon, voilà, avec ça, tu vois, je refais bien les trous en fait, tu sais. Un petit coup de propre, tu vois, histoire que quand tu remontes, il n'y a aucun accroc. Alors, les sondes lambda, très important. Comment est-ce qu'on démonte une sonde lambda? Tu prends un chalumeau, ici. Une clé plate de 22 et un marteau, une massette. Tu chauffes l'embase. Attends, elles sont peut-être encore brûlantes. Tu chauffes l'embase, c'est-à-dire ici, là, la partie où est la clé, quoi. Tu chauffes. Bon, ça ne rougira pas, hein. Si tu utilises ici un chalumeau butane, ça ne montera pas une température suffisamment élevée pour faire rougir le métal, mais tu chauffes un bon moment, tu vois. Tu engages ta clé de 22 dessus, tu tapes au marteau et ça vient de suite. Si vous essayez à froid, je sais pas, hein, peut-être que vous aurez de la chance, peut-être que tu es Hercule et que en combinaison d'avoir une force extraordinaire, tu utilises une clé qui ne se déformera pas. Parce que à froid, c'est impossible quasiment. Donc il est obligatoire de chauffer à mort. Et une fois que tu chauffes, je te dis, tu mets la clé, pif, ça vient tout de suite. Bon mes acolytes, alors comme vous pouvez le voir ici, la baie moteur est entre guillemets, j'allais dire vide, mais non, elle est plus libérée, on va dire, de mécanique. Je vous avais parlé des supports moteurs qui n'avaient pas encaissé le choc et qui étaient neufs. Je vais être très transparent avec vous, hein. Je viens de découvrir qu'ils n'étaient pas neufs. Pire, c'est ceux d'origine de la Golf 2. C'est-à-dire qu'ils sont sur cette voiture depuis 1989. Donc je me suis rendu compte qu'en fait ces supports sont... Donc tu m'étonnes que le moteur en fait il se secouait mais à mort. Ce qui explique ici cette trace sur le capot, etc. etc. Enfin, je devrais culpabiliser mais je me dis non. T'avais trop de trucs en tête et puis à un moment donné j'ai dû permuter, j'ai pas dû faire attention puis c'est tout, voilà quoi. Je réalise qu'ici mon superbe soufflet qui était tout neuf, et ben en fait il est baisé par le tuyau, ou alors pas forcément, si, par le tuyau de DA. Donc il va falloir que je revoie un peu l'angle de sortie parce que ça m'emmerde. Putain. Un gros coup de propre aussi parce que je le fais pour les autres, je vais aussi le faire pour moi-même, hein. C'est peut-être temps que voilà. Donc je vais bien nettoyer cette baie moteur à fond la caisse. Et puis je vais filmer au fur et à mesure les petites modifications, les petites améliorations. Mais d'abord gros nettoyage. Dégraissant, c'est parti. Bon, donc là, je suis en train de démonter cette boîte. Enfin, démonter, je suis en train de la déshabiller plutôt. C'est la boîte qui était sur la voiture, par celle-ci. C'est-à-dire, je la remplace, si tu veux. Cette boîte-là a été entièrement révisée. Donc, c'est... En fait, elle a été... elle paraît pas d'extérieur, parce que je le répète encore, je ne suis pas Show and Shine, je m'en bats les couilles. Mais cette boîte-là, en ce moment même, contient uniquement des éléments neufs. Synchro, roulement, etc. Donc, ça m'a coûté un billet de la faire refaire. Et comment dirais-je, là je vais la remettre sur cette voiture là, donc je suis en train de récupérer, tu sais, toutes les petites piécettes là, les machins, capteur de marche arrière, le système là complet là, tu vois. Il y avait aussi ce truc là, tu vois. Bon voilà, cette boîte est assemblée, hein, il y a tout ce qu'il faut, maintenant je vais la mettre sur le bloc. Let's go. Bon alors ici, comme dit précédemment, je vais devoir remplacer donc les cylindres blocs de triangle. Alors ici vous avez donc un triangle entre guillemets neuf. Et on va parler de ce cylindre bloc là, celui-ci. Attends, je mets un peu de lumière. Est-ce que c'est mieux? Vite fait. Ça c'est un cylindre bloc entre guillemets d'origine. Et je vais le remplacer par ce modèle-ci. Alors évidemment, vous voyez immédiatement la différence. La différence c'est que là vous avez des ouvertures. En fait on a de la gomme que là et là. Ici, ce qui permet entre guillemets le mouvement.
Sauf que ça permet le mouvement, mais ça permet aussi de péter les couilles. Donc ça, tu vois, ce cylindre bloc là qui vient exactement en lieu et place. Et en plus, le diamètre intérieur ici, vous voyez qu'il est plus petit, hein. Ça saute aux yeux, tu vois. Pas besoin entre toi, pas besoin de s'emmerder, tu vois. Tu mets ta vis dedans, ça rentre direct, t'es heureux. Et ça, c'est rigidité du turfu. Ces cylindres blocs là sont montés d'origine sur Audi S3, Audi TT MK1. Et alors très important, cette astuce je l'ai eue donc sur internet, hein, bien sûr, m'a été révélée par un Québécois, Olivier. Bonjour Olivier, ça va? Bien. Je salue tous les Québécois parce que je sais que dans le public il y a des personnes d'Amérique du Nord, tu sais, des Américains. Aïe. Donc voilà. Merci à toi camarade, puisqu'aujourd'hui la communauté des coupabliers, tu vois, des acolytes, va pouvoir profiter de cette super astuce et ne plus jamais devoir remplacer ces putains de cylindres blocs de merde. Parce que figurez-vous les amis que sur une Golf 2 ou Golf 3, peu importe, quand vous avez un moteur 24 soupapes, eh bien il faut lever carrément le moteur pour changer le triangle, puisque la vis horizontale qui vient dans le triangle. Alors tu vas me dire, ouais mais c'est valable aussi pour les VR6 12 soupapes. Ouais, sur VR6 12 soupapes, tu desserres les vis du cylindre bloc arrière et un petit peu celui d'avant, tu lèves le moteur et t'en as assez. Là tu le lèves au maximum, l'échappement va toucher le tunnel et tu ne pourras pas encore en tirer ta vis. Donc c'est vraiment un bordel à cul, tu vois, sinon faut enlever le carter et tout, enfin, t'es parti dans l'univers. Donc tu mets ça mon pote, ça là, et tu vois, et t'es fin heureux sa mère, ok. Voilà, donc alors, pour se faire la presse, elle me fait le coup, ah, je le coup. Donc ici, bon, tout le monde n'a peut-être pas de presse et de coffret comme celui-ci. Tu sais, ça c'est pour extraire les cylindres blocs, les roulements, tout ça. Donc si vous n'avez pas ce coffret et cette presse, bah écoutez, allez voir un pote qui en a une ou investissez. De toute façon, cette presse-là, il me semble que c'est 60 balles hein, sur internet. Dans les 60 €, tu vois, tu peux la mettre en hauteur, tu peux l'utiliser au sol comme tu veux si t'as pas l'établi. Le coffret là, bon, il coûte un petit billet, hein, mais ça va quoi, c'est pas non plus. Hein. Ça sert très très bien. Disons que si je voulais faire changer ces cylindres blocs, imaginons chez un garagiste, ça me coûterait le prix des outils, tu vois, en main d'œuvre. Bon voilà, les deux cylindres blocs c'est remplacé sur les deux triangles. Donc c'est parti, remontage, go. Bon bah ça se remonte tout ça. Eh, détail très très important les gars, parce qu'à chaque fois, pas à chaque fois mais généralement je me fais baiser avec l'empressement. Remettez les tuyaux de direction assistée. Eh oui, avant de remettre le moteur, parce que je te jure tu souffres. Franchement quand le moteur, la boîte soit en place, que tu as le support et tout, comment tu misères à accéder à ces saloperies. Ah, donc voilà, c'était la petite parenthèse. Ici, alors au niveau des demi-collecteurs, bon ici ça va, la tige filetée manquante elle est venue avec l'écrou, donc ça va être facile à remonter. Par contre là tu vois celle-ci elle est tordue et celle-ci elle est pétée. Donc très important, c'est de, avant de remettre le moteur en place, c'est d'intervenir là-dessus et de réussir à les retirer. Donc la technique c'est tout simple, enfin tout simple, oui et non hein. Un peu de dégrippant par dessus, tu sais, par le fût de filetage au-dessus quoi, tac. Patience, clé à griffe et ça va venir tout seul. Franchement avec la clé à griffe ça va hyper bien. S'il y avait eu un caméraman je l'aurais fait devant vous, mais je peux pas faire les choses, je peux pas filmer et faire en même temps, tu vois. Hein? Bon alors ici j'en profite pour remplacer le joint spi de la poutre d'ampère, puisque regarde ici tu vois. C'est censé être couleur alu, hein, donc tu te doutes bien que c'est un peu dans le sac. Donc voilà, grâce à l'outil de notre ami Silou sur Facebook, vous pouvez le contacter pour cet outil. De toute façon, sans cet outil là, il vous sera royalement impossible de démonter cette poulie. Ou alors, je dis impossible parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va me dire si j'y suis arrivé hein, si j'ai cassé 8 clés, 10 douilles et au final c'est bon, on a réussi avec un compresseur 800 tonnes. Non, cherche pas, cet outil là c'est obligatoire. Donc merci à toi mon pote de fabriquer cet outil encore là, hein, parce que sans toi on serait bien dans la merde. Bon voilà, je m'inspire remplacer, maintenant remontage de la poulie et puis c'est parti. Bon voilà, il est prêt à rentrer dans le caissoir, c'est parti. Bon alors là ici je vais remonter le faisceau électrique, enfin le faisceau moteur entre guillemets. C'est pas vraiment le faisceau qui se trouve sur le moteur hein, celui-là, c'est celui avec la grosse prise du calculateur
qui vient jusqu'à l'habitacle, généralement sur les Golf 4, tu sais. Alors là, il est simplifié au maximum. Alors je précise, simplifié au maximum selon mon savoir actuel en 2018 et mes compétences de simplification. Parce que je sais très bien que dans le public, entre guillemets, hein, il y a toujours les petits malins, tu sais, les petits, comment on appelle ça, comment on les appelle ces gens-là, là, les espèces de préparateurs, appelle ça comme tu veux, qui voient mes vidéos, qui ne commentent pas, qui ne s'abonnent pas, qui sont, tu vois, ils viennent juste regarder, et ensuite ils partagent ça entre eux, tu sais, sur des groupes. On fait mieux que lui. La fils de pute, si tu fais mieux, qu'est-ce que t'attends de faire des vidéos? Tu vois pas qu'il y a une demande? Ah non, c'est vrai, excuse-moi. Tu préfères enculer les gens en les facturant 8000 balles pour un swap. Excuse-moi, pardon. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Là, j'ai donc forcément la prise du calculateur et les éléments qui, selon moi, sont ceux qui permettent de faire fonctionner la bécane, quoi, tu vois. Donc ici, prise du débitmètre. Cette alimentation, c'est celle qui part au calculateur via un fusible 30 ampères. Alors, comme vous pourrez remarquer, il y a, au travers de ces fils rouges, des espèces de petits porte-fusibles indépendants. Tu vois? C'est parce qu'en fait, il y a des éléments qui sont, comment dirais-je, qui sont protégés, tu sais, par des fusibles, et qui généralement, sur la Golf 4 ou sur Golf 5 ou ce que tu veux, le faisceau transite par une boîte à fusibles qui prend une certaine place, tu vois, qui est énorme. Donc j'identifie quels sont les organes qui ont besoin de fusibles. Je dégage la boîte à fusibles et je rajoute pour chacun des éléments un petit porte-fusible comme ça, tu vois, tout seul. Donc le relais 428, d'après ce que j'en sais, enfin d'après mes schémas, etc., c'est celui qui permet l'alimentation du calculateur, ok. Ça ici, ça a toujours été une alim qui m'a un petit peu, je sais pas, c'est une alim qui part au calculateur également. Ici on peut retrouver donc la prise diagnostic, hein, qui elle-même est raccordée au calculateur et dont les alimentations sont, tu vois, elle est indépendante maintenant. Tu vois, ça c'est la lime, je la branche directement, plouf, sur la boîte à fusibles, Golf 2, Golf 3. Ici on a la petite prise qui vient sur la pédale de gaz. Allez, netteté s'il te plaît. Je maîtrise pas ce putain d'appareil encore, hein. Normalement, cette prise qui vient sur la pédale de gaz, il y a une autre prise bleue. Tu sais, les prises Golf 4, quoi. Mais forcément, cette prise, je la dégage. Donc, je raccorde directement la prise noire au calculateur pour gagner un peu de place. Les deux prises des sondes lambda. Ensuite, du coup, ici, par un petit micmac fric-frac. Donc, cette prise-là, vous la reconnaissez. C'est une prise qui se branche sur la boîte à fusibles, d'accord? La pompe à carburant, les deux sondes lambda et le débitmètre, eh bien j'ai tout rejoint ici. Ce qui veut dire que là, tu as du 12 volts qui sort. Plouf! Par ici, c'est pompe à carburant. En fait, j'ai mis une petite prise parce que ça m'évite de faire une soudure directe sur le véhicule, tu comprends? Et dans ces cas-là, je branche, clic, le faisceau qui part à la pompe. Ce qui fait que ce faisceau-là, il est complètement indépendant et je peux le dégager à tout moment de la voiture. Parce qu'avant, je faisais des soudures. Donc, quand tu fais une soudure, bah, tu veux retirer ton faisceau, tu peux pas, faut que tu recoupes. Là où tu as soudé, c'est la merde. Bref, donc ça, c'est pompe à carburant. Ici, on retrouve, donc, attends, où est-ce qu'on est? Ouais, le fusible de la pompe, parce qu'en fait, le circuit fait ça. Ça part comme ça, hop, ça passe par le fusible de 15, et je retrouve ici ma petite prise qui part à la pompe. Et ensuite, j'ai ici le fusible de 10, qui part pour l'alimenter, débitmètre et les deux sondes lambda. J'ai un peu de mal à vous expliquer parce que je tiens ce putain de caméscope, je dois regarder à travers le petit écran qui est pas si grand que ça, et c'est pas évident de, tu vois, je préférerais regarder là avec mes yeux, mais si je fais ça, je peux filmer en couille, tu vois, sans... Un caméraman, les gars, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, hein. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici... Capteur de marche arrière, enfin capteur, c'est la prise qui vient sur le capteur de boîte de marche arrière. Ici, c'est ce qui vient sur le solénoïde, donc pour l'excitation du démarreur, si tu préfères. Et bien sûr, ça, ce sont des éléments qui viennent à la boîte à fusibles en direct. D'accord? Donc pour ce faire, j'ai besoin des prises officielles, donc des prises de Golf 2, Golf 3. C'est pour ça qu'on retrouve ce genre de prise-là. Tu comprends? Voilà. Donc son lambda, j'en ai parlé, débitmètre aussi. Là, alors attends, c'est soit... Ouais, ça c'est l'électrovan de... variation de longueur de tubulure, d'admission. Putain, c'est assez long. Donc ça, c'est pareil. Il y a une alimentation qui vient quelque part là-dedans. Et ensuite, un petit fil qui part au calculateur. Ça, franchement, il reste 3 fois rien, hein, une fois que tu as fait tout le tour. Hein. Cette prise-là, c'est la prise, je l'appelle prise faisceau injection. En fait, si tu veux, pour faire simple, avant d'avoir les schémas Elsawin, on va dire,
j'avais fait mes propres schémas dans ma putain de tête d'enculé. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, personne, au grand personne, n'a jamais voulu me donner de schéma. Et je les ai demandé dans plein de groupes Facebook, dans plein d'endroits. Je disais, les gars, je suis sur un swap, je rencontre quelques difficultés. Il me faudrait éventuellement des schémas. Et tu sais, tous les grands génies, là, qui ouvrent toujours leur putain de grande gueule d'enculé de merde, toujours en train de rabaisser les autres. Ah ouais, tu sais pas ça. Là, il y a plus personne qui parlait, tu sais. Il y en a plus un seul qui a ramené sa gueule pour dire, bah, soit les schémas, je les ai, ou alors, tu vois. Après, ok, t'as pas envie de partager, partage pas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, les schémas, je les ai trouvés, tu vois. Et du coup, je vais faire une vidéo pour expliquer aux gens comment faire leur propre faisceau chez eux, hein. Et ça va t'emmerder, parce que tu vois, t'as voulu faire la pute, et ben tu vas te retrouver sans client, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils vont faire leur swap tout seuls. Ils vont un peu chez toi, cousin. C'est ça que tu comprends pas. C'est ça, tu essayes de gagner du temps, mais tu ne fais que retarder une évidence. Comme dirait Monsieur Smith. Vous entendez, Monsieur Anderson? Ça, c'est le son de l'inéluctabilité. Eh bien là, c'est inéluctable. Tôt ou tard, vous ne faites que me ralentir dans mon projet. Mon projet qui est de participer au do-it-yourself pour que les gens créent leur propre putain de swap et ne soient plus dépendants des enculeurs de mouches à merde. Moi je... C'est la chanson de Facebook, ça, tu sais, des groupes Facebook. Ma voiture est meilleure que la tienne. Sus. Ici, tableau de bord, pour ceux qui ont l'habitude, en fait, vous savez, cette partie-là, c'est la partie qui est fixée dans le fond, en fait, tout en bas du pare-brise. Et ça casse à tous les coups, malgré qu'on enlève le petit écrou. C'est flou, je suis désolé, je maîtrise pas, ok, d'accord, voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut accepter ces lacunes. Je suis une merde dans le caméramanning. Vous savez pourquoi ça casse? Parce qu'en fait, cette partie-là, cette espèce de rondelle joint, là, elle est molle. Et avec la chaleur et les années et puis mon cul, elle finit par se coller en fait sur le tablier en métal, hein, d'accord? Et du coup, quand tu veux tirer le tableau de bord, paf, ça casse, tu vois. Donc ne culpabilisez pas si ça a cassé, ça casse à tous les coups. Hein. Bon, en tout cas, c'est très rare que ça vienne. Donc, ou soit, bah, tu mets un peu de WD-40 avant de démonter. Je dis tu fais ça, mais en fait, je l'ai jamais fait, je ne sais même pas si ça marche. Mais bon, hein. On peut toujours donner l'astuce, on ne sait jamais. Donc ce sera un truc à essayer la prochaine fois. Sinon, bah, tu démontes, ça casse, et puis il faut recoller. Hein. Tu vois, comme ceci. Donc là, je vais non seulement mettre de la super glue pour recoller la partie qui est cassée, mais je vais également le renforcer avec de la pâte chimique, là, tu sais, qui réagit au mélange. D'ailleurs, il faut que j'aille en chercher pour fabriquer les pattes de fixation du compteur. Je vais procéder ici donc à la découpe la découpe du tableau de bord pour que le compteur de Golf 3 puisse passer. Ok? Donc j'ai fait une vidéo. En fait, la vidéo du swap de la Golf 2 blanche 24 soupapes, qui n'est pas encore en ligne aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo là. J'explique un peu les découpes qu'il faut faire. Donc j'ai fait quelques screenshots des découpes et donc des dimensions. Je m'inspire de mon propre travail, n'est-ce pas magnifique? Et du coup, alors attends, parce que là, je vous montre en live. Ouais, donc tu vois, je découpe à ras des deux, ici à ras des deux fixations, comme ça, tac, tac. Sauf que j'ai remarqué un truc, et c'est pour ça que c'est important de toujours s'auto-corriger, de toujours s'améliorer, c'est que la découpe que j'avais faite là, alors attends, hein. Ouais, j'ai été trop loin dans... Attends. Ouais, tu vois là? Oh ouais, j'ai exagéré. J'étais trop loin là. Je crois que j'ai coupé jusqu'ici. Tu sais, jusque là où le granulé s'arrête là. Et ça faisait trop. En fait, quand tu mets le devant là, tu sais, on voit le compteur par au-dessus. Ça se voit très légèrement, mais quand tu sais que tu as fait la connerie de couper trop, tu ne vois que ça. Donc du coup, il faut vraiment... Je vais essayer de couper ici à ras. Là, ici à ras de la bordure, là. Tu sais, tout en bas, tac. Et voir si le compteur il passe quand même comme ça, parce que c'était vraiment une erreur que je regrette énormément. Bon, ensuite, il y a les dimensions, mais bon. Je vais pas m'amuser à filmer mon téléphone non-stop.
Je vais reproduire les découpes et puis je vais vous refaire une deuxième explication du coup. Voilà. Bon. Je vais essayer voir si le compteur il passe avec le petit rebord là. Par contre, si vous êtes pour faire une découpe de genre, franchement, faut acheter un masque. Un masque, tu sais, qui filtre, masque avec les petits charbons, tu sais, les cartouches là. Parce que laisse tomber, hein. Une odeur, c'est irrespirable. Tu peux pas, genre, ouais, moi je suis un costaud, je respire. Non, ça tu respires pas, mon pote. Tu vas commencer à couper, tu vas être asphyxié direct. Je pense qu'ils ont fait fondre des vieux pneus de camion qui avaient fait 1 million de kilomètres, tu sais, en Bosnie. Bonjour les Bosniaques si vous êtes dans le public. Je donne l'info. Des fois que quelqu'un se dirait, tu sais, ah, il découpe un tableau de bord, c'est une manœuvre destructrice. Alors déjà, je fais ce que je veux avec ce qui m'appartient, ferme ta gueule. Et deuxièmement, je suis pas assez con pour faire une découpe dans n'importe quel tableau de bord non plus. Celui-là, c'est le, tu vois, c'est la crotte de nez de base. Si c'était un tableau de bord de GTI 16, j'aurais laissé le compteur de Golf 2 dedans, puisque de toute façon les GTI 16 sont gradués jusqu'à 260 et que je n'aurais pas besoin de mettre un compteur de Golf 3, comprends-tu? Bon, alors ici comme tu peux le voir, on est à l'intérieur du tableau de bord, hein, ok. J'ai fait toutes les découpes nécessaires, donc c'est surtout ces parties-là en fait qu'il faut dégager, tu vois. Les espèces d'équerres en plastique qui tiennent le compteur de Golf 2. Alors il faut s'armer de ce genre de patch, je vais cacher la marque parce que je leur fais pas de pub à ces fils de pute de merde. 10 € pour un putain de tube de mes triples couilles et il en faut 2 de ces trucs là. Franchement, voilà. Hein. Du coup, l'objectif c'est que ce soit parfaitement droit. Regarde là où est-ce qu'il y a la flèche là, tu vois, c'est ici. S'il y a un petit décalage et que tu te dis, ah bah c'est pas grave, ouais, bah, le décalage tu vas le voir tout le temps. À chaque fois que tu prendras ta bagnole, tu verras le compteur en couille. Tous ceux qui monteront dedans ils te diront, ton compteur il est pas droit là. Tu vois. Donc c'est maintenant que ça se joue, la minutie et la précision. Donc tu vas prendre tes mouchoirs qui en temps normal te servent à te masturber et tu te fais ton petit niveau, tu vois, histoire que le compteur soit bien droit. S'il faut, tu vérifies par ici, tac. Tu vois que tu... Je vais essayer de me mettre bien en face. Ouais, c'est un 220, c'est un compteur de TDI, mais on s'en branle. On s'en branle. L'objectif c'est que de toute façon un compteur de Golf 3 fera toujours la même taille quel que soit le modèle. Tu me fais bégayer, connard. Du coup bon, voilà, à niveau, une fois que c'est à niveau, bah c'est tout simple, tu prends les espèces d'équerres là, tu vois, ici. Ça. L'objectif c'est juste de récupérer cette partie avec l'arrondi là. Là. Pour que ça vienne tenir l'arrondi du compteur ici. Tu vois. Après on s'en branle, hein, que ce soit plus haut, plus bas, peu importe. Et sur ces parties ici, là, qui sont cassées, tu mets de la pâte que tu malaxes pour faire tenir et tu te fabriques des nouveaux supports, en fait. Tout simplement. Bon, alors ici, on commence à avoir... Je viens de manger, hein. Tu sais que moi, la digestion, c'est comme si j'avais fumé 3 spliffs. Donc là, tu vois, mes petites équerres, elles sont bien moulées à la forme de... je ne sais quoi, enfin bref. Elles sont prêtes, tu vois, voilà. Donc du coup, blanc, ça fait pas très beau, tu vois, ça fait un peu pute. Hein, comprends-tu? Donc il faut noircir tout ça pour que ça fasse plus stylé, plus flex. Et pour ce faire, je vais utiliser donc de la peinture. Hein, voilà, donc peinture et go. Je ne sais pas si j'avais déjà eu l'occasion de vous parler de cette ligne d'échappement. Enfin si, j'ai plein de rushs, mais je ne sais pas au travers de ces rushs lequel sera le plus... Bref, on s'en fout. Cette ligne d'échappement, est-ce que je peux zoomer? Putain, yes. En temps normal, là où se trouvent ces deux parties-là, ces deux brides, il y a la ligne d'échappement de Golf 4 V6, on va dire R32. C'est-à-dire 2 catalyseurs. Moi, je coupe à ras. En fait, les catalyseurs, je les coupe. Je récupère le Y, que vous voyez ici. Et je viens le faire souder sur 2 brides. D'accord? Ensuite, donc je me retrouve avec 2 brides qui sont vissées sur la descente. Ensuite le Y. Ensuite, un morceau de tube en 63. Un réducteur pour revenir en 55. Ou alors, on reste en 63 et demi. Et ensuite, ici, un S. Comme vous pouvez le voir ici même, je vais zoomer un petit peu. Attends, faut que je me retrouve. Voilà. Ici, vous avez donc le répartiteur de freinage.
Et dans une ancienne vidéo, je vous avais évoqué la problématique qui était que le S d'échappement, en fait, il venait à ras du répartiteur de freinage. Et du coup, on risquait de faire chauffer celui-ci. Comprends-tu? Donc l'idée, c'est de raccourcir le S. Donc ici, tu peux voir qu'il y a un petit cordon de soudure. Tout simplement parce que le S a été coupé. D'accord? Et une petite section a été supprimée. Ce qui entraîne, voilà, l'écartement de la ligne d'échappement. Ce qui fait qu'on se retrouve, si on regarde au-dessus là, du coup on se retrouve avec un silencieux qui est sur sa partie intérieure, on va dire, plus vers le milieu du véhicule, et par conséquent on a une sortie qui s'oriente vers la gauche, ce qui est d'un très bel effet, je trouve. Donc voilà, c'était la petite présentation de la ligne d'échappement avec ma voix étouffée parce que je suis allongé comme une tepu. Au revoir. Bon, voilà, hein. Il n'y a pas encore la tête de hibou. Ni les essuie-glaces d'ailleurs, enfin il manque que les bras. Mais je vais quand même la mettre en marche. Comme ça, le temps qu'elle se mette en chauffe et tout ça, ça me laisse le temps de remonter 2-3 petites bricoles. Alors c'est marrant parce que j'ai roulé pendant 1 an avec cette voiture, j'ai fait 12 000 bornes et tout, mais j'ai l'impression que là, la remettre en route, ça fait un moment qu'elle a pas tourné, hein. Putain. Ça m'avait trop énervé, elle broutait en fait, parce qu'il y avait un souci électrique que j'ai découvert aujourd'hui. D'ailleurs, tous ceux qui vont se lancer dans le swap vont tomber sur ce problème-là, c'est obligatoire. Puisque sur internet on dit ah ouais, le compteur de Golf 4 faut l'enlever, hein, il sert à Wells, un cousin, hein, faut l'enlever, y a pas de souci, hein. Ouais, ta mère la pute, va, connard. Si t'enlèves le compteur, tu vas avoir un problème, mec. Et t'auras intérêt de bien réfléchir pour savoir quelle est la problématique et la résoudre. Mais bien sûr, quand on sera sur la vidéo du faisceau, je vais vous le dire, est-ce qu'il y a, hein, en attendant que les grosses putes de merde des groupes Facebook, là, tu sais. D'ailleurs, je sais même pas s'ils le savent, en fait. Je pense qu'ils savent que dalle. Il y a beaucoup de mythos, hein, tu sais, qui moi, je fais rien du tout. Je parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais voilà. Donc la purge du liquide de refroidissement, remplissage du bocal de direction assistée. Et puis voilà. J'ai pas encore remis le tableau de bord, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis tout seul pour le mettre. J'ai pas envie de répéter les fixations. Donc là, on va voir si elle va se mettre en marche. J'ai refait le plein d'éthanol. Eh ben. Ouais, là c'est le compteur de Golf 2, mais c'est juste pour brancher et avoir le voyant de batterie, tu sais. Attends. Je crois avoir entendu les essuie-glaces. Voilà. Oh là là, hein. Voilà. Donc la pompe elle tourne. Il n'y a pas plus pourrieux que ce qu'on vient d'entendre. Mais bon, ça démarre, c'est déjà très bon signe. Le voyant de batterie était allumé. Je doute fort que l'alternateur était en mode charge. Donc ça doit être simplement le fil qui n'est pas branché. Donc je branche ce fil et je reprends. Ah, c'est bien ça, c'est le... En fait, j'ai pas branché, tu sais, le gros câble en fait. Tu sais, où est-ce qu'il y a l'écrou de 13 là? Je sais pas, j'ai oublié, j'en sais rien. Petite information, il faut utiliser désormais un câble de Golf 3, alors VR6, hein, parce que moi j'ai que ça sous la main. Donc du coup, au lieu d'utiliser le câble normal qui vient sur les Golf 4 sur la batterie, et qui nous fait avoir cette grosse boîte toute pourrie de merde là, désormais il faut prendre un gros câble de Golf 3, et comme ça tu viens te récupérer sur le plus au niveau du démarreur directement. Ok? Si t'as pas compris, c'est pas grave, de toute façon on s'en fout, peu importe, allez. Bon, le fil a été rebranché. Putain, il y a un oiseau qui est en train de se faire enculer ou quoi là-bas? Bref. Allez, on y va, on réessaye, hein.
Le régime devrait être beaucoup plus stable du fait que l'alternateur va charger. Je ne sais même pas pourquoi je filme le compteur parce qu'il ne va strictement rien se passer à ce niveau-là. Ah, je ne sais pas ce que c'était. Un petit restant de sans-plomb peut-être. Je sais pas. On va laisser un point de fuite, tu sais. Bon, ça fait plaisir de l'entendre tourner quand même cette connasse. Ça fait encore un peu clochard hein, tout ça, mais bon c'est parce que c'est pas propre en fait, c'est parce que c'est pas brillant, scintillant, hein, comprends-tu? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, la batterie. Donc pas le choix, en ce qui me concerne moi, je prends la décision de mettre une 52 ampères. Parce que sur sa partie basse, la longueur sera de 21 cm, enfin 20,7 quoi. Et en fait l'objectif c'est que la batterie elle arrive à ras ici d'une espèce de longeron. Ce qui me permet de pouvoir laisser mon bocal de... Voilà, bocal de direction style Golf 3 pour l'instant. Parce que sur les derniers swaps que j'ai fait, j'ai mis un bocal de Corrado. Mais les tuyaux coûtent trop cher. Les gens les font trop cher, donc c'est tout. Moi pour l'instant je laisse ça, ça marche très bien. Et puis si t'es pas content, bah, tu connais la... Bon, du coup... Mon radiateur de Golf 2 turbo diesel à 35 € tout neuf, qui fait putain de l'affaire et qui est même d'une largeur laisse tomber. Forcément, il sera pas fixé sur des points de fixation officiels. Donc tu vois, il balle un petit peu. Baller, ça veut dire bouger. Hein. Encore une fois, moi je t'apprends plein de vocabulaire du Nord, tu sais. Ça te permet de devenir un grand ingénieur. Si je le fais aller, regarde bien. Il va finir par buter ici dans la petite admission, toi. Ce qui risquerait de créer un trou au bout d'un moment. Donc cette petite plaque d'alu que tu vois là, je vais fabriquer une protection quoi. Donc je fais ça et je te montre ce que j'ai fait. Bon, la petite plaque là, elle est installée là. Hein? Voilà. Comme ça le radiateur il peut danser comme il veut, pas de souci. J'ai aussi installé la calandre et les phares. Il ne reste plus qu'à brancher les phares. Mettre le grand plastique là de la baie de pare-brise. En fait, si tu veux, je vais la passer au CT là. Et il faut que le lave-glace fonctionne. Mais comme tu peux voir par rapport au filtre à air, le bidon de lave-glace d'origine, il n'y a plus du tout sa place là, tu vois. Donc j'en avais trouvé un des Golf 1 câble qui se met, tu sais, côté gauche. Mais j'ai oublié de le mettre. Donc le bocal, je vais juste le faire tenir comme ça avec des colliers. Je vais brancher la pompe. Un tuyau qui va là-haut. Mais s'il faut, je le ferai devant le gars, tu vois. Allez, vas-y, fais aller la manette, mec. Je vais installer un bocal de lave-glace à terme. Hein. C'est pas que je veux pas le faire, hein, mais c'est que là, j'ai oublié. Et puis, franchement, c'est bon, quoi. Il y a d'autres voitures qui attendent d'être swappées. Celle-là, elle roule. C'est bon, je vais pas me faire chier pour du lave-glace. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, si t'as pas compris, c'est pas grave.
Laisse. Bon, alors ici, tout est installé. Je vais mettre un petit coup de lampe. Un petit coup de lampe. Vise un peu. J'aime bien ce compteur. Je me suis fait chier à l'assembler, tu sais. Donc bien évidemment, c'est pas la couleur d'origine, on va dire, des fonds de compteur. Ce sont des fonds de compteur achetés sur eBay. Les aiguilles, je me suis fait chier aussi à les démonter, à les peindre en rouge. Et après, il a fallu... il a fallu comment dirais-je, il a fallu remettre l'aiguille de vitesse. Tu vois là, elle démarre en dessous du 20, mais au moins elle est réglée à la perfection en fonction de la vitesse du VCDS, donc la vitesse réelle absolue. Du coup, ouais, parce qu'en fait, si tu reclippes l'aiguille en la laissant sur le petit pipion où est-ce qu'il y a le 20, t'es décalé de 15 km/h en plus, quoi. Donc c'est bien pour impressionner les copains dans des vidéos ou des conneries comme ça, ou faire des fakes. Mais moi je suis un peu dans le réel, tu vois, donc j'ai mis vraiment... il m'a fallu du temps pour régler cette saloperie d'aiguille. Tout fonctionne, je suis quand même assez content. Donc là je vais la mettre en route. Ah oui, alors le luxe absolu, c'est ce que vous venez de voir. Vous avez vu que les voyants du bas se sont allumés. Enfin, ils s'allument toujours, hein, sur tous les compteurs. Mais là, on les voit. Parce que généralement, quand je voyais des swaps Golf 2 avec des compteurs de Golf 3, on voyait jamais les voyants. Parce qu'en fait, les compteurs, ils sont plongés vers le bas. Parce que justement, les gens ne creusent pas le haut. Enfin, après, chacun sa méthode. Hein. Tant que ça marche, ça marche. Hein. Je dis pas que je suis le meilleur et que machin truc. Mais je suis content. Là, au moins, ça fait bien, quoi. Bon. Bien évidemment, on pourra critiquer le fait que si je me mets comme ça, en effet, on voit pas bien le... Enfin, pas bien. Ils sont là à foutre. La jauge d'essence, mais bon, quand t'es droit au milieu, tu vois tout à la perfection. Hein. C'est comme les Alfa Romeo, tu sais, c'est des compteurs en profondeur avec un espèce de cylindre en plastique devant. Si t'es pas pile poil devant, tu vois que dalle. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, tout fonctionne. Et en fait, ça a été vraiment assez complexe à câbler. Je suis impatient de vous faire la vidéo sur le faisceau électrique parce que j'ai fait beaucoup de découvertes. Il y a beaucoup de choses. Franchement, c'est super, quoi, tu vois. Et là, de savoir que tout fonctionne, que tout est bon, tout est parfait, c'est magnifique. Je suis très content. Le moteur tourne très très bien. Bon, là, évidemment, il est froid, donc... Donc on va laisser chauffer ça et aller faire un petit tour. Bon, alors, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez pas bien, malheureusement, bah, je peux pas faire mieux. Bon, là, je suis en train de rouler à 90 km/h. Rassurez-vous, la jauge de température, oui, la jauge de température ne bougera pas d'1 millimètre parce que je n'ai pas branché la sonde. En fait, si vous voulez, si j'envoie le signal de la sonde de Golf 4 sur ce compteur, la valeur n'est pas bonne, ça va m'indiquer qu'il fait 130 degrés et tout va s'affoler, alors qu'en fait le moteur sera à 85. Donc il faut une sonde de Golf 3, en plus il y a sur le boîtier d'eau, il reste une place de disponible. Et les sondes de Golf 4 ou de Golf 3, elles ont le même gabarit, ça vient en lieu et place, donc je mettrai ça plus tard. Sinon, du peu que j'ai roulé avec, eh bien la tenue de route forcément n'a rien à voir puisque... Mais pourtant j'ai pas fait grand chose en tenue de route. Hein. Il y a quoi? Il y a un bloc de triangle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ouais, et puis même tu sais, quand j'accélérais, le moteur il se secouait tellement, ça faisait une sale sensation, tu sais. Et du coup là non, c'est assez propre, je trouve. Que dire de plus? Je suis très content que ce compteur fonctionne. Ouais, parce que avant l'opération de simplification dernière de faisceau là, que j'ai faite là, la vitesse fonctionnait avec un compteur de Golf 2. Donc ça allait, mais j'avais pas de compte tour. Ce qui était pas si chiant que ça, mais là je sais pas, d'avoir un compte tour à la vitesse qui marche, ça me rend heureux. Alors vous allez me dire, parce que bien évidemment je vous connais par cœur, hein,
comment tu fais pour connaître la température du moteur, enfin la température d'eau notamment, alors que tu n'as pas d'indication. Bah, déjà, il faut bien savoir, il existe des modèles de véhicules, des anciens par exemple, qui étaient beaucoup plus susceptibles de surchauffer du fait que c'était des petits moteurs très compacts, avec des vieilles conceptions, des vieux joints de culasse tout pourris, et ils n'avaient pas de jauge de température. Hein. En fait, tu ne savais qu'il y avait un problème que lorsque le bocal d'expansion il éclatait, quoi. Donc moi je sais que tout est en bon état, tout circule bien, l'eau elle est bonne, là, enfin tout va bien. Et quand bien même j'ai toujours l'ordinateur avec le VCDS qui lui va me communiquer la température exacte. Je commence à avoir une crampe au bras droit, donc je vais changer de bras. Je te jure, quand elle est froide, elle me fait trop délirer. On dirait une bagnole américaine, tu sais, les gros V8 là. Bon bah comme tu as pu le voir, sa vitesse maximum est 250 km/h, réel pour le coup. Et ça m'a semblé curieux quand même qu'elle aille aussi vite à les atteindre et puis d'un seul coup elle se bloque comme ça, tu sais. Et du coup j'ai demandé à... Putain, le régime il est dégueulasse à froid, je te jure. Attends, hein. Je vais l'assister un petit peu. Voilà. Du coup j'ai recontacté mon compère Mapper là. Et puis il me dit dans un naturel absolu: ah bah ouais, c'est normal, c'est le speed limit. Je dis c'est quoi ça? Ah bah ouais, toutes les voitures européennes elles sont bridées à 250. Et je dis ouais, je suis pas européen moi. Ouais, je suis... Hein? Oh, tu vas m'enlever ça. Après je me suis dit attends. Non pas que ce soit payant l'opération, il va me le faire gratos, mais ça te fait chier d'entendre ça, hein? Hein, connard? Ouais, je m'adresse à lui là, tu sais, parce qu'il se dit merde, gratuit, pourquoi il dit ça? Parce que c'est comme ça! Du coup, pourquoi ferais-je cette chose? Faut bien savoir que généralement les pneumatiques que j'installe sur cette voiture ou sur les voitures que je possède de manière générale, généralement l'indice de vitesse c'est la lettre V, donc ce sont des pneus qui sont entre guillemets limités à une vitesse de 240 km/h. Au-delà de cette vitesse il y a un risque d'éclatement. Bon, j'imagine qu'il y a une marge d'erreur, une espèce de tolérance qui fait que si on roule à 250, on risque pas vraiment grand chose, ce n'est que 10 km/h de plus que ce qui est préconisé. Parce que là je suis allé sur mon circuit privé, sur ma piste, mais sinon à quel endroit est-ce qu'on peut dépasser cette vitesse? Nulle part. Donc pourquoi est-ce que je vais je souhaite pas faire ça. Je pense que brider à 250 c'est pas une mauvaise chose, pour plusieurs raisons. Déjà la raison des pneus, le fait que cette vitesse, je me vois pas taper des... De toute façon, le régime maximum de cette gestion-là, c'est 6800 tours. 6800. On peut donc spéculer sur une vitesse maximum, je l'avais dit l'autre fois sur Facebook, de 265, je crois. Je vais gagner 15 km/h, je vais me mettre en danger. Tout ça pourquoi? Pour aller faire claquer les linguets et tout le bordel, parce que forcément, bah, tu sais, le moteur, quand il tourne à ce régime-là, voilà quoi. Et éventuellement, quand je mettrai la boîte 6, que... Ah, je vous en ai pas encore parlé de ça, forcément. Ouais. Donc du coup, voilà, à suivre, bien entendu, comme d'habitude. Tout est à suivre, de toute façon. Tout. Allez, à bientôt, les gars. Et oublie pas, abonne-toi, merde!